Madame, monsieur, bienvenue à ce 19h30 et tout de suite les titres de l'actualité. Organisation ce vendredi d'une soirée caritative au profit du mythe vivant du football congolais, Ndaye Mulumba, qui avait réussi lors de l'édition de la Coupe d'Afrique des Nations de 1974 en Égypte à marquer à lui seul 9 buts. Et puis la courbe de la maladie à virus Ebola prend une tendance d'espoir avec 27 malades qui ont été guéris à Djera. Et au dire du cabinet du ministre Félix Kabange-Numbi, tout ira pour le mieux puisque la situation est maîtrisée. Et enfin, l'actualité partira demain de New York où le chef de l'État montera à la tribune de la 69e session de l'Assemblée nationale de l'Assemblée générale des Nations unies, livrer au monde le message de la République démocratique du Congo. Madame, Messieurs, encore une fois, bienvenue à tous. Des sujets d'intérêt, tant nationaux qu'internationaux, seront abordés par le président de la République dans son adresse attendue demain à la tribune des Nations Unies à New York. S'il est vrai que les questions climatiques ont déjà fait l'objet d'un débat avant l'ouverture de la session de l'Assemblée générale, d'autres sont aussi nombreuses à retenir l'attention du leader de la RDC. Entre-temps, le secrétaire général des Nations Unies a donné déjà le ton aujourd'hui dans son appel à la cohésion internationale pour faire face aux obstacles qui se dressent sur la voie de l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. On écoute Ban Ki-moon. Mesdames et Messieurs, Excellences, les problèmes et les possibilités de demain ne doivent pas être masqués par la fumée que dégagent les incendies d'aujourd'hui. Les raisons d'espérer sont peut-être difficiles à discerner, mais elles existent. Dans les hôpitaux, dans les écoles et ailleurs, loin des projecteurs, le développement avance à grands pas. La pauvreté, la mortalité de l'enfant et de la mortalité maternelle ont diminué de moitié. Il reste du chemin à faire, mais ces avancées et bien d'autres montrent l'effet puissant contre les objectifs du millénaire pour le développement et ce que nous pouvons faire lorsque nous unissons nos forces. Eh bien, ces OMD ne sauront être atteints aussi longtemps que persisteront des poches d'insécurité telles qu'on les retrouve au Nord Kivu, où la MONUSCO annonce l'imminente de la fin de la rébellion Sheka, annonce faite aujourd'hui lors du point de presse hebdomadaire de la mission onusienne. Patricia Panzou. La fin de Tcheka est proche, il y a une forte pression contre lui, tels sont le mot du colonel Prosper Félix Bass, porte-parole militaire de la mission onusienne en RDC. Ce dernier affirme également que ce chef milicien perturbe la quiétude de la population dans son passage. Lorsque Tcheka, dans sa fuite, parce qu'aujourd'hui il est dans 3 régions, particulièrement à Oninga, un peu au sud du territoire de Pinga et puis un peu vers Kasugo. Donc dans sa fuite, effectivement, il cherche à se ravitailler auprès des populations civiles. Malheureusement, quand il est arrivé à Boniatengue, les éléments de la fontaine qui étaient là-bas ont dégagé et il a pu ainsi perpétrer certaines exactions. Mais immédiatement après, la MONUSCO et les FARDC ont pris l'initiative qu'il fallait en déployant des troupes additionnelles. Et Tcheka a quitté Kasugo, comme vous le savez, ainsi que Boniatengue, pour aller vers une zone un peu plus favorable à ses activités. Quant à la situation de FDLR, la MONUSCO déclare que tout se fera en concert avec la RDC. Mais les campagnes de sensibilisation sont en cours. 165 FDLR se sont déjà rendus en utilisant le parcours normal. Aujourd'hui, tout le monde, c'est d'exprimer... L'autre victoire que la République démocratique du Congo est en train de remporter, c'est celle sur la maladie à virus Ebola. Je vous le disais à l'ouverture de cette grande édition, 27 malades ont été guéris à Djera, localité où est circonscrite l'épidémie. Le conseiller médical du ministre de la Santé confirme les faits. Il a dit au micro de Patricia Panzou et Darlene Zozi. Merci. Nos chiffres aujourd'hui sont ceux-ci. 68 cas enregistrés,
depuis le début de l'épidémie. Nous en sommes à ce jour à 41 décès et nous avons donc eu 27 personnes qui ont eu à être déchargées, à être sorties du centre de traitement. De ces 27, il y a encore 3 qui sont dans le centre de traitement et donc 24 sont repartis chez eux, rétablis, guéris. C'est un traitement symptomatique. Il n'y a pas un médicament miracle que nous utilisons, il est symptomatique, c'est-à-dire que nous traitons les différents symptômes que nous observons. Nous essayons de barrer la route à une surintoxication, à une surinfection, pour que ces patients puissent se rétablir un peu mieux. Et dans le traitement que nous donnons, nous essayons un peu de renforcer leur système immunitaire. Par ailleurs, le docteur Chodou Lomami tranquillise l'opinion sur le fait que la maladie ne s'était jamais étendue en dehors de Djera. Pas de panique donc à travers le pays. Nos 2 laboratoires, parce qu'on peut parler ainsi maintenant, l'INRB au niveau central et l'INRB au niveau mobile, au niveau de l'Okolia, font 2 laboratoires de travail. Ces 2 laboratoires ont reçu au total 120 échantillons à ce jour. De ces 120 échantillons, nous avons 28 échantillons positifs au virus Ebola. Et quoique les échantillons soient venus à ces 2 laboratoires de toutes parts, les échantillons positifs sont les seuls venant de l'Okolia. Et donc nous pouvons nous targuer d'avoir un jour à confiner l'épidémie à Djera, à la confiner à l'Okolia. On va changer de chapitre pour parler révision de la Constitution. Le vice-gouverneur du Kassai occidental s'invite au débat et trouve la démarche cohérente puisque l'article 218 entrevoit cette possibilité de modifier le texte. Delaire Kawino allonge ainsi la liste des partisans de la révision de la Constitution. La Constitution, parce que la Constitution elle-même prévoit des mécanismes de la réviser. À l'article 218, il est prévu des mécanismes, des modalités de réviser cette Constitution. Donc, nous sommes des légalistes, nous allons respecter la Constitution parce que la Constitution elle-même, elle demande qu'on puisse la réviser, nous allons la réviser. Parce que réviser la Constitution, c'est la respecter à ce moment ici, parce qu'elle-même, elle a prévu des mécanismes et des modalités de la réviser. Ça, c'est un. Et de 2, il faudra que l'on puisse tenir compte de beaucoup de paramètres. Le premier paramètre, c'est que la Constitution que nous avons aujourd'hui n'a pas été comme la Constitution qui a été élaborée à Luluabourg. Vous savez où est-ce que nous avons élaboré cette Constitution? C'était à San Seti. Mais pourquoi on ne pouvait pas aller en Bandara élaborer ça, à Luluabourg élaborer ça, à Kinshasa ou à Matadi, et nous sommes allés à San Seti? Parce qu'il y avait des paramètres politiques qui obligeaient que nous puissions aller en dehors. Donc, c'était une affaire de belligérants qui nous a amenés loin de notre pays pour que nous puissions aller voir comment diriger, comment organiser la gestion de notre pays en dehors de notre pays. Dans le Bas-Congo, les autorités décident de rendre l'enseignement utilitaire par une réforme des filières techniques soumises désormais à davantage des travaux pratiques afin que les finalistes s'intègrent facilement dans les milieux professionnels au terme de leurs études. Plus de stages pour les élèves des sections techniques de la province du Bas-Congo cette année. Le gouvernement provincial de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel revoit son programme éducationnel. Les élèves seront soumis à plus de pratiques que dans les années antérieures. Ceci pour pallier les difficultés auxquelles ils font face après leur cursus normal. Beaucoup n'arrivent pas à concilier la théorie à la pratique. Ils ont du mal à s'adapter dans les milieux professionnels. Les écoles qui ne possèdent pas d'atelier devront collaborer avec ceux qui en ont afin d'aboutir à une bonne formation. Par ailleurs, la formation des enseignants devra être prise en compte. Les conditions, c'est vrai, se sont améliorées, mais ce qui manque le plus, c'est la qualification des enseignants. De plus en plus, étant donné
le manque de salaire qui n'est pas suffisamment encourageant qu'ils reçoivent, les enseignants de grande qualité qui ont des techniques pédagogiques sont de moins en moins nombreux dans l'enseignement. Le gouvernement provincial met en garde toutes les écoles qui excluront les élèves pour leurs convictions religieuses. On doit aussi quand même se conformer à ce que l'école parle. Ça aussi, c'est le problème. Par exemple, vous prenez un enfant de telle confession religieuse, il arrive là-bas, il ne veut pas exécuter l'ordre qu'on demande. Ça ne pas la peine. Les conscientités sont concernées. L'enfant aussi doit se conformer à ce que l'école parle. Pour affronter les humanités, il faudra d'abord passer par l'école primaire, d'où une bonne dose de sensibilisation des tuteurs d'enfants est importante. Nous sensibilisons les parents pour qu'ils comprennent l'importance des études et envoyer ces enfants à l'école. Et par les différentes rencontres organisées et en impliquant les autorités politico-administratives, les administrateurs du territoire, les maires et les villes du commerce, les chefs de quartier et dans des subdivisions rurales, on va même jusqu'au chef des secteurs, le chef du village. En outre, le gouvernement provincial a initié depuis 2 ans une série de bourses d'études pour les élèves qui obtiendront 76% aux examens d'État ou plus encore. En 2013, 6 personnes en ont bénéficié. L'année dernière, 10 personnes se sont distinguées. Souci d'adaptation de l'enseignement aussi à Kinshasa en faveur, cette fois-ci, des enfants malentendants qui ont reçu des kits scolaires leur offerts par l'entreprise financière Western Union à travers l'ONG Le Geste. Ceci en prévision de la commémoration de la journée internationale des sourds qui se déroulera le 27 septembre prochain. C'est un geste ici posé par la société Western Union en partenariat avec l'ONG Le Geste à l'endroit de 300 élèves sourds-muets des différentes écoles dont l'école village Bondeko Téléma de Minza Delvaux, le village Bondeko Mawete de Makala et de l'Institut des sourds-muets de Kalamou. Un geste qui témoigne de l'importance que les donateurs accordent à cette catégorie de personnes vivant avec handicap. Cette œuvre de charité s'inscrit dans le cadre de l'opération dénommée Back to School qui lutte contre la discrimination scolaire d'enfants victimes les sourds-muets de la RDC. L'objectif que nous recherchons, c'est de pouvoir aider les enfants qui ont un fort handicap à pouvoir étudier et puis finalement rentrer dans la vie active sans avoir à devoir souffrir de leur handicap. Un enfant qui vit avec handicap n'est pas un stupide, c'est un enfant qui est capable de faire de bonnes choses. Nous voulons vraiment aider cette catégorie de personnes, leur faire passer un message que les études c'est quelque chose de très important. C'est comme ça qu'on avait bien voulu leur remettre ces kits scolaires pour faire comprendre au fait aux enfants sourds lors de leur semaine internationale qu'il est possible d'aller de l'avant, qu'il est possible d'étudier et qu'il est aussi possible d'aller vraiment très loin dans la vie. Et dans le lot des cadeaux offerts, des kits scolaires qui permettront à ces élèves de retrouver les conditions adéquates d'études. Merci beaucoup pour les responsables de Western Union pour avoir pensé aux personnes vivant avec handicap. Parce qu'il y a des enfants qui viennent de la maison bredouille, sans sac, sans cahier. Et ce geste vraiment est une bouffée d'oxygène pour les parents qui sont dans l'impossibilité d'acheter les sacs et les cahiers pour leurs enfants. À noter que cette œuvre de bienfaisance tombe à point nommé en cette semaine consacrée à la Journée internationale des sourds-muets qui sera célébrée à Kinshasa le 27 septembre prochain. Si vous êtes usager de l'avenue Colonel Munjiba, son croisement avec l'avenue Komoriko, eh bien vous n'échapperez sûrement pas aux embouteillages qui sévissent sur cet axe aux heures des pointes. Une situation provoquée notamment par des véhicules qui viennent chercher des élèves d'écoles situées sur cette avenue. 12h30, avenue Colonel Munjiba, heure de sortie des classes pour la plupart des écoliers. Juste à cet axe se trouvent 2 écoles, le complexe scolaire Lupio et le groupe scolaire Aurore. Un axe qui connaît des embouteillages énormes aux premières heures du matin à l'entrée des classes et à l'heure de sortie. Comme vous pouvez le constater sur ces images, les plus pressés ou les impatients tout simplement préfèrent s'inscrire en un civique routier, passant outre leur bande au prix de tous les risques, empirant ainsi la situation. Les roulages sur place tentent mieux que mal de gérer la situation pour éviter le pire.
La cause de cette situation est attribuée aux véhicules qui viennent chercher les écoliers des écoles citées, Aurore et Loupio, les écoles manquant de parking. Les véhicules venant chercher les élèves stationnent sur le grand boulevard, provoquant ainsi ces embouteillages qui généralement se font à 7h et à 12h. Ces deux écoles n'ont pas prévu de parking. Tout monsieur responsable, comme promoteur d'une école, doit aussi prévoir un parking pour son école. Mais ici, c'est la route de l'État maintenant qui est utilisée comme parking. C'est pas bien, c'est pas normal. Ça nous endommage. Nous, les usagers de la route, nous sommes maintenant devenus victimes à cause de ces deux écoles. Nous venons récupérer les enfants, il n'y a pas de parking, fait savoir cet homme. Et nous sommes obligés de stationner sur le grand boulevard sur 2 bandes. Dans ces écoles, chaque enfant est véhiculé. Le grand boulevard, par défaut, sert de parking. C'est une scène ici qui se répète au quotidien. Une situation qui pourrait être évitée si les responsables de ces écoles pouvaient construire des parkings où se stationneraient les nombreux véhicules venant récupérer les élèves de ces écoles. On va parler genre avec cet atelier qui s'est ouvert aujourd'hui sur les termes des références d'élaboration du plan de travail du programme dénommé Femmes et Hommes Progressons Ensemble, une initiative du gouvernement provincial qui vise à lutter contre les violences liées au genre dans la ville de Kinshasa. Selon l'enquête EDES dans la ville de Kinshasa, près de 35% des femmes justifient le recours à la violence contre une femme quand celle-ci argumente avec l'homme. Et selon l'enquête Mix 2010, plus d'une femme sur 2 est mariée avant l'âge de 18 ans et une femme sur 10 avant 15 ans. Voilà qui justifie cet atelier d'élaboration du plan de travail provincial du programme Femmes-Hommes Avançons Ensemble. Un atelier qui devra permettre aux participants de mettre sur pied des stratégies visant à contribuer à une évolution positive de la relation homme-femme. En effet, hommes et femmes progressons ensemble, c'est aussi modifier les comportements et rendre l'éducation plus égalitaire entre filles et garçons. C'est aussi favoriser l'autonomisation des femmes. C'est surtout renforcer les capacités des acteurs étatiques et de la société civile dans l'élaboration des approches innovantes dans le domaine de la promotion du genre, etc. Une rencontre à l'issue de laquelle un changement de mentalité est attendu. Nous devons progresser en assurant une protection sans faille des droits de la femme, ce qui justifie notre souci de lutter énergiquement contre ceux qui croient que les violences faites à la femme constituent des trophées à ajouter sur leur palmarès. Nous devons progresser en veillant aussi et surtout à l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme. Dans cet ordre d'idées, nous soutenons le travail de ces forums appelés à nous fournir les outils de planification pour une meilleure mise en œuvre, suivi et évaluation de notre action. À noter que ce programme connaît la participation de plusieurs partenaires, dont le gouvernement provincial de Kinshasa, l'UNICEF et l'Union européenne. Direction Nord Kivu, réclamation de la justice par la société civile de Walikale, cri de détresse pour que soit libéré son vice-président et le rapporteur accusé de complicité avec les rebelles plutôt Sheka qui avaient mené une attaque du site minier de Biziélé le 16 juillet dernier. Sans être entendus ni jugés, ces 2 activistes sont actuellement incarcérés. Patrick Sialoua, notre correspondant sur place. Le président de la société civile de Walikale, dans une déclaration à la presse ce mercredi à Goma, condamne cette détention prolongée de ses 2 collègues. Blaise Cheke affirme que ces derniers n'ont jamais été ni entendus, ni jugés, mais restent en détention, ce qui est inacceptable. C'est depuis les événements du 16 juillet de Bissié. Il y a une attaque à Bissié par les éléments de NDC. Les collègues étaient présumés être en connivence avec les éléments là de NDC et les artisanaux.
et nous avions recommandé par rapport à nos correspondances et à nos déclarations que nous avions faites que la justice soit vraiment indépendante, qu'elle diligente une enquête sérieuse pour essayer un peu d'établir la responsabilité. Ils sont incarcérés, il n'y a aucun jugement rendu, aucune plainte initiée à leur charge, aucun plaignant, et donc ils sont arrêtés pour des motifs qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas et que nous-mêmes nous ne savons même pas comment justifier. Il faudra que normalement les choses soient tirées au clair. Si les amis sont réellement impliqués dans ces dossiers, qu'ils soient interpellés par la justice, mais s'ils ne sont pas de près dans ces dossiers, mais que la justice les libère, c'est tout. Il n'y a qu'une seule solution entre les deux. Blaise Echeke pense que les dossiers de ces deux acteurs de la société civile est politisé. On ne manquera pas à fustiger cette situation parce que la situation est vraiment politisée. Si du moins la politique n'était pas là-dedans, je pense que la justice pouvait facilement se prononcer sur le dossier. Mais la justice elle-même ne sait même pas comment se tenir devant ces dossiers et c'est ce que nous déplorons. Parce que la justice normalement doit être indépendante. Elle doit prononcer son jugement conformément au principe du droit. Mais dès lors que la justice n'arrive pas à être libre, à se prononcer sur un dossier pendant 2 mois durant, vous voyez que là ça pose problème. La société civile Walikale n'attend que la vraie justice dans cette affaire pour savoir le sort réel de ces deux acteurs, dont M. Muputa Bouami et Ntale Moukoulumania. Parcourons à présent la presse internationale à travers les lignes. Jeune Afrique se pose la question francophonie. Qui pour succéder à Abdou Diouf? Jean Foumou, Lopez, Lestrak, Bouyoya. Qui sera le prochain secrétaire général de l'organisation? Entre désaccords africains et hésitations françaises, le suspense reste entier. À l'Elysée, au Quai d'Orsay ou au siège de l'Organisation internationale de la francophonie, avenue Bosquet à Paris, c'est le même refrain. On a beau se creuser les méninges depuis 1 an, rien ne fait. Le candidat idéal à la succession d'Abdou Diouf, à savoir un ancien chef d'État africain élu démocratiquement, ne s'étant pas accroché au pouvoir, pas trop vieux, charismatique et travailleur, est introuvable. Et puis le Pain publie ce reportage, ils gravissent le Kilimandjaro pour y jouer au cricket, cartes, tentes, eau, nourriture, hockey, indispensable pour gravir le pic enneigé de la plus haute montagne d'Afrique, le Kilimandjaro, bottes, balles, casque, protection. Tout aussi indispensable quand on espère battre le record du match de cricket le plus haut du monde. 2 équipes se sont lancées dans une harassante ascension de 8 jours sur le flanc du volcan endormi dans le but de jouer un match de cricket dans un cratère recouvert de glace juste en dessous du sommet à 5785 mètres. La page sportive de ce journal a un caractère à la fois humanitaire et historique. Il s'agit de Ndaye Mulumba qui sera honoré ce 26 septembre pour son record inégalé en tant que meilleur buteur de l'histoire de la CAN. Le record dure depuis 40 ans, 9 buts à son actif, raison pour laquelle Maxime Agency organise une soirée caritative à l'honneur de cette légende du football congolais. Ndaye Mulumba, connu sous le sobriquet de Mutumbula, se célèbre encore 40 ans après le maintien de son record comme meilleur buteur de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations avec 9 buts à son actif. Raison pour laquelle le promoteur de Maxime Agency Studio 7, Romain Lobo, a bien voulu en prélude de la soirée caritative qui sera organisée le 26 septembre prochain à l'hôtel Soutani dans le but de soutenir cette légende du football africain. Nous voulons organiser le vendredi prochain une soirée caritative. C'est une soirée de récolte de fonds en l'honneur de M. Ndaye que vous voyez à côté. Je voudrais tout simplement rappeler que depuis avril 2003, M. Ndaye et Maxime Agency ont signé un protocole d'accord. Et dans ce protocole d'accord, il était question que Maxime Agency mette tout en œuvre pour essayer de redorer le blason de l'image de celui qui reste à ce jour le recordman de but marqué lors d'une phase finale. Ndaye Mulumba n'est pas sorti de nulle part, il est passé par l'US Chinkuku, l'AS Bantou et l'AS V-Club. Cette icône marque ainsi sa gratitude par un geste qui va droit au cœur. Que Dieu vienne en aide à mes bienfaiteurs. Je ne suis pas seul, mais pensez également à mes coéquipiers.
Un compte bancaire sera très prochainement ouvert pour le vieux footballeur et le contrat entre Ndaye et Maxime Agency en vue de protéger son label a été officialisé. Et puis, cette note de remerciement à la suite du décès inopiné de notre regrettée sœur, fille, mère, grand-mère, maman Djeka Omoï, Marie, veuve de feu colonel Mbappé Nalokamba, survenue le 13 septembre 2014 à Kinshasa. Nous, Madame Thérèse Olinga Kalonda, ministre provinciale de l'Éducation, Environnement, Communication et Genre, Monsieur Joseph Blaise Ouchoudi Andjeka, secrétaire général honoraire, vous remercions pour votre présence, votre élan de solidarité et votre accompagnement lors de cette douloureuse épreuve. Cette bonne nouvelle dans les secteurs des finances, avant de nous séparer, la République démocratique du Congo a été dotée depuis hier du premier espace de libre service bancaire, réalisation de la Procrédit Bank. La cérémonie d'inauguration a été présidée par le gouverneur de la Banque centrale du Congo qui avait à ses côtés le directeur général de cette entreprise bancaire. Le premier espace libre-service en République démocratique du Congo, c'est ce qu'a lancé ce mardi 23 septembre la Procrédit Bank. Un moyen pour faciliter les opérations de retrait et des dépôts en mode self-banking, mais aussi les transactions online via le site web de la banque 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. On n'a pas seulement commencé avec les premiers distributeurs en RDC, mais on a aussi lancé les cartes Visa et Massa à l'époque en première banque. On vient maintenant de lancer un espace service libre qui permet les clients de déposer l'argent, retirer l'argent et faire la transaction bancaire, donc transfert national et transfert international 24 heures sur 24. Ça n'a pas existé ici au Congo. Et on est fiers de continuer notre histoire, d'être un leader d'innovation ici au Congo. C'est donc une avancée à la fois organisationnelle et technologique que la Banque centrale salue, qui est très utile étant donné que le développement de notre système financier aujourd'hui doit passer entre autres par la promotion de la nouvelle technologie, les produits novateurs susceptibles de susciter l'intérêt du public au service bancaire. Cette innovation vient renforcer en avant-garde le projet Switch in Banking qui facilitera une interopérabilité entre 4 banques qui travaillent ensemble. Il s'agit de la Robank, Procrédit Bank, la BIC et la BCC. Le client d'une des banques précitées peut effectuer le retrait en monnaie nationale auprès des 3 autres banques partenaires. La Banque centrale entend relever ce défi qui nous reste là. Le défi qui nous reste, c'est l'interopérabilité des cartes de crédit en monnaie nationale qui manque encore. Et la Procrédit qui est avec nous ici, avec 3 autres banques, si on regarde, sont déjà engagés dans ce projet sanitaire qui consiste dans le switching monétique à monnaie nationale. Self-banking, une innovation qui vient renforcer la confiance de la Procrédit Bank avec ses clients. Alors je pense que c'est une chose innovative au Congo et félicitations pour la Procrédit Bank et espérons qu'il y aura beaucoup de sites qui vont s'ouvrir comme ça pour le peuple et pour que tout le monde soit content et qu'il puisse faciliter les affaires à tout niveau, quoi. En tant que client, je suis très très fier de ma banque. C'est quelque chose qu'il faut vraiment féliciter et je ne suis pas étonné de la part de la Procrédit. Le gouverneur de... Téléchargez l'application pour tablette et smartphone et restez connecté partout dans le monde sur B1 FM.